contente de vous avoir. Je parle en mon nom et celui de Martin Lucier, le grand là-bas. Nous co-dirigeons en fait l'atelier de chronotopie urbaine qui s'intéresse aux scènes et aux cultures populaires urbaines, montréalaises surtout. Donc on est content d'accueillir les deux panels ce soir. D'autant plus que nous sommes liés, Martin, moi, mais des étudiants aussi qui travaillent, étudiants et étudiantes qui travaillent ici, aux questions de la vie nocturne à Montréal, aux premiers rapports qui ont été produits pour la Ville de Montréal qui a mené à la politique de la vie nocturne. Donc on est vraiment content de pouvoir suivre la conversation en vous accueillant chez nous, si je peux dire. Hein, Martin? Donc, je te laisse la parole. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous ce soir. Moi, je m'appelle Pierre Carrère, co-responsable du Conseil de nuit de Montréal 24/24 et je vais animer donc le premier panel de cette soirée d'échange nocturne. Je voudrais commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, bienvenue et merci aux panélistes de bien avoir voulu se prêter au jeu. Merci à la Ville de Montréal pour son soutien financier, à l'atelier de chronotopie urbaine qui nous accueille aujourd'hui et merci à vous, le public, d'avoir bravé le froid pour nous rejoindre ce soir. Donc pour celles et ceux qui découvrent cette initiative, celle-ci a été rendue possible grâce à Montréal 24/24. C'est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 2017 à soutenir, structurer et dynamiser la vie nocturne de Montréal. Donc l'organisme travaille à créer des ponts entre les communautés, les acteurs du milieu, les institutions et la population afin de renforcer un écosystème culturel diversifié, accessible et durable. Donc Montréal 24/24 a lancé le Conseil de nuit depuis 5 ans, qui est une table citoyenne composée de Montréalaises et Montréalais, 12 au total, qui sont engagés et issus de divers horizons et milieux de la vie nocturne. Donc je tiens à saluer et d'ailleurs à accueillir chaleureusement les membres de la nouvelle cohorte de ce conseil qui sont dans la salle aujourd'hui. J'aimerais qu'on les applaudisse s'il vous plaît. Puis la mission du Conseil de nuit, c'est d'ouvrir un espace de dialogue pour réfléchir aux enjeux propres à la nuit, pour mettre en lumière la diversité des réalités nocturnes et contribuer à imaginer des orientations collectives pour l'avenir. Sa création, elle découle aussi de la volonté de s'assurer que les politiques nocturnes soient enracinées dans les réalités du terrain, tout en proposant des solutions concrètes aux défis spécifiques de la vie nocturne. Donc 6 fois dans l'année, les membres du Conseil vont organiser des panels publics comme ce soir, un échange nocturne, qui permettent de rassembler des perspectives variées sur les questions qui touchent directement nos nuits. Ce soir, donc, pour ouvrir le bal, on a préparé une soirée d'échange nocturne introductive avec ma collègue Elsa Fortan, avec qui je partage le rôle de responsable du Conseil de nuit. Donc sans plus tarder, j'ai l'honneur d'animer ce premier panel de l'année. On va faire une pause à 18h30, on a un buffet en bas, et on vous invite à continuer les échanges, puis de rester pour le deuxième panel de 19h à 20h. Donc ce premier panel est consacré à un thème fondamental qui est l'identité nocturne de Montréal. Et parler d'identité nocturne ici ce soir prend une résonance particulière puisque nous sommes situés dans un quartier qui faisait partie autrefois du Red Light. C'est un territoire central dans l'histoire de Montréal qui a été marqué par les cabarets, les bars, les salles de spectacle, les pratiques marginalisées, la créativité nocturne, mais aussi des formes de liberté qui ont profondément influencé la réputation de la ville. Il serait donc impossible d'aborder ce thème sans reconnaître cet héritage. Montréal occupe depuis longtemps une place singulière dans l'imaginaire de la vie nocturne nord-américaine. Dès l'époque de la Prohibition, la ville s'est construite comme un lieu où la nuit offrait des marges de liberté que l'on ne trouvait pas ailleurs. Aujourd'hui encore, des visiteurs du monde entier viennent ici précisément pour cette énergie, donc une culture nocturne vibrante, inventive, souvent plus accueillante et plus audacieuse que celle d'autres métropoles. Et cette identité, elle s'incarne dans l'effervescence et la diversité, la densité des pratiques nocturnes. On a des scènes culturelles qui fédèrent des communautés entières, des corps qui occupent et réinventent les espaces, mais aussi des trajectoires souvent invisibilisées de celles et ceux, notamment les travailleuses du sexe, qui ont façonné la nuit bien avant qu'on ne parle d'écosystème culturel. Donc pour réfléchir ensemble à ce qui a façonné les nuits montréalaises et à ce qui les façonne encore aujourd'hui,
nous avons réuni 3 invités dont les parcours témoignent de la richesse, de la pluralité et parfois des tensions qui traversent cette identité nocturne. Donc ces 3 regards complémentaires sont portés aujourd'hui par Alex Tichelaar, artiste interdisciplinaire, chercheuse et militante, dont le travail met en lumière l'histoire des travailleuses du sexe et les liens entre marginalité, espace urbain et politique nocturne. On a aussi Vincent Stephen Hong, musicien, fondateur de Urban Science et des soirées Le Cypher. C'est une figure essentielle des scènes hip-hop improvisées et collaboratives de Montréal. Il est aussi fondateur de l'initiative Sauvons le plateau pour la protection des salles de spectacle contre la réglementation sur le bruit. Et enfin, Paolo Ascia, artiste pluridisciplinaire, danseur, chanteur et DJ. Il est cofondateur du collectif Supernature, organisant des événements festifs autour de battles de danse, associés à la scène Waking de Montréal. Sa pratique explore les liens entre danse, culture club, corps et identité queer. J'ai dit beaucoup, mais pas assez. Je pense que ce serait bien de faire un tour de table pour commencer, pour mettre la table, en vous présentant tout simplement, présentant votre parcours. Est-ce qu'on peut commencer avec toi, Alex? De me présenter? Oui. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Oui, je vais parler plus fort. Oui. Il y a des places en avant. Oui, il y a des places en avant, je vais me dire, ouais, vraiment, je pense que... Yes. OK. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Je me présente ou je présente ma recherche? Tu peux présenter toi, mais tu peux présenter aussi ton parcours. Donc. Ah oui, j'aimerais faire ça. Oui. Parce qu'on a 5 minutes chacun. C'est ça, c'est un petit peu rapide. OK. Mais bon. Alors, si on peut avoir mes images. Oui. Merci. On ne peut pas parler de l'identité nocturne de Montréal sans parler du travail du sexe. Et on ne peut pas parler du travail du sexe à Montréal sans parler de la police et surveillance citoyenne. Avancez, s'il vous plaît. Les travailleuses du sexe résistent à leur déplacement spatial dans ce quartier depuis environ 2 siècles. On peut voir ici, à la gauche, les noms de 3 voisines de la rue Ontario en 1914 qui tentaient de faire expulser les travailleuses du sexe devant leur maison. On voit ici à droite, datant de 1993, l'une des illustrations très typiques de Roland Pierre, représentant les travailleuses du sexe comme les déchets. Ce que je trouve intéressant dans cette caricature, c'est le lien qu'il établit entre la police et les politiciens. On voit ici dans son casque anti-émeute traditionnel de la Com de Montréal, Jean Doré. Il est important de reconnaître cette longue relation asymétrique car les mêmes problèmes auxquels les propriétaires des bars et de salles de spectacle sont confrontés d'aujourd'hui concernant leur présence dans l'économie nocturne montréalaise sont ceux auxquels les travailleuses du sexe sont confrontés à Montréal pendant 3 siècles. Nous avons donc beaucoup à apprendre de ces histoires. Avancez, s'il vous plaît. Il est important de comprendre que même si tout le monde profite de la vie nocturne complexe de Montréal et que la ville elle-même tire profit de la présence culturelle de travail du sexe dans son environnement urbain, elle criminalise celles qui font ce travail dans chaque époque. Avancez, s'il vous plaît. Les travailleurs du sexe sont conceptualisés et criminalisés à travers le concept de nuit. En anglais, on parle de Lady of the Night. En français, on trouve des documents juridiques, une expression ancienne, un terme très provoquant, coureuse de nuit. Je partage aujourd'hui des documents obtenus par la criminalisation et la violence. Lorsque je le fais, je tiens toujours à préciser que j'agis avec amour et avec respect envers mes aïeuls et que je les traite avec la plus grande attention. Voici 2 mandats d'arrêt contre Clara Poulin en 1914. Merci beaucoup. Clara a été accusée d'errance nocturne. C'est un exemple flagrant de la façon dont la police criminalise l'espace nocturne pour empêcher les femmes de faire de la prostitution. Avancez, s'il vous plaît.
Voici Ethel Fisher et Rosie Poleski, toutes les deux accusées de flânerie nocturne. Ces deux accusations étaient une fourre-tout pour la prostitution. Ça a été aussi en 1914. La prochaine, s'il vous plaît. Et on voit ici en 1959 que la police cherchait un outil plus précis pour nous profiler en public en utilisant le concept de nuit et quel genre de femmes sortent la nuit. Vous voyez donc comment ce mécanisme peut être utilisé pour contrôler les femmes qui ne sont pas des travailleuses de sexe. Comment une femme peut-être avoir peur de sortir après une certaine heure parce que cela l'expose au risque d'être profilée comme une prostituée. La prochaine, s'il vous plaît. Cet exemple à gauche est donc très intéressant car il offre un contraste tout en appuyant l'argument. Une proposition très courante de la fin du 19e siècle aux années 1920 était le matinée réservé aux femmes. Ces matinées étaient conçues pour permettre aux propriétaires de théâtre de profiter de l'intérêt des femmes par la burlesque et le théâtre et tout ça, sans les exposer à la qualité prostitutionnelle de la nuit. À droite, on a deux sœurs à côté de Gaïti dans le même décennie. On faisait sûr et certaine que personne ne s'amuse. Ce sont les mêmes femmes qui dirigeaient les prisons pour les travailleuses du sexe. Je crois que c'est tout le temps que j'ai, mais je veux parler de la manière dont nous sommes actuellement surveillés par les forces de l'ordre qui utilisent le concept de nuit lorsque nous répondons aux questions. Mais pour l'instant, Montréal 24/24, vous dites que vos objectifs sont de déstigmatiser les activités nocturnes, appuyer la scène locale, permettre un dialogue entre le milieu de la nuit et les instances publiques et politiques et valoriser la vie économique régionale. Si c'est votre objectif, vous devez inclure les travailleuses du sexe dans la conversation. Alors, merci beaucoup pour faire ça. Merci. C'est un immense plaisir et honneur pour nous de t'avoir avec nous ce soir. Merci. Puis, je te laisserai Paolo continuer. Enchanté, moi c'est Paolo Aschia, donc je suis DJ, danseur et organisateur d'événements. Dernièrement, j'ai été sur une pièce de théâtre qui s'appelait Corps Fantôme, qui a joué au théâtre Giuseppe, qui était une super belle pièce qui retraçait les années 90 et la scène queer montréalaise. Il y a eu notamment beaucoup de meurtres dans les années 90 qui ont été perpétrés sur la communauté gay principalement. Et c'était vraiment une belle pièce qui a réuni beaucoup des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire il y avait comme la partie théâtre pour sûr, la partie danse et je mixais en live sur scène. Peut-être qu'on pourra en revenir un petit peu après parce que je trouvais qu'il y avait une question qui revenait souvent dans cette pièce, c'était est-ce qu'on peut militer et fêter à la fois, qui est je pense très centrale au niveau de la communauté queer. Et puis sinon à Montréal, je suis plus connu pour l'organisation des soirées Supernature. Tu l'as nommé juste avant, qui mettent en scène des battles de walking. Je pense que ce qui est intéressant à voir là-dedans aussi, c'est sa relation avec la musique disco. Pendant les années 70-80, Montréal, ça a été une scène très prolifique au niveau de la musique disco. Je pense à Suzy Q, Gino Socio. C'est vraiment des artistes qu'on écoute, moi que j'écoute beaucoup encore aujourd'hui, puis qui sont en fait montréalais. Dans la tête, c'est très américain et pourtant ça vient d'ici. Et donc le walking, cette danse, elle est née dans les années 70 à Los Angeles. Dans sa première forme, ça s'appelait le punking. C'était vraiment dans des clubs, donc c'est ça, donc des personnes queer qui pouvaient pas vraiment l'exprimer en dehors des clubs. Ça existait que là. C'était une danse très dramatique au début, beaucoup de storytelling. Et avec le temps, c'est devenu une danse un peu plus technique. Mais c'est aussi avec le temps une danse qui a failli disparaître, notamment à cause de la crise du sida. Beaucoup des personnes, on les appelle les OG en danse, beaucoup des OG du walking sont décédés. Et aussi il y a eu, le disco a été vraiment, j'ai pas le terme exact là, mais
on le collait vraiment avec le sida en fait. C'était vraiment disco égale sida. Donc le disco a disparu assez rapidement à la fin des années 80. Et donc avec la fin du disco, la fin des clubs de disco, le walking a failli disparaître. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que Montréal a été vraiment une scène très importante au niveau international, puisqu'il y a eu un groupe qui s'appelle The Chapter, qui existe encore aujourd'hui, de danseurs, qui ont repopularisé le walking. Il y avait des danseurs de walking qui venaient de tout le monde pour faire des battles à Montréal. Mais c'était une scène qui a été sauvée, il faut le dire aussi, par des femmes straight et cis, et qui a été aussi sauvée par la communauté du street dance, qui n'est pas la communauté originale du walking, puisque c'est vraiment une danse de club. Et quand cette danse a été sauvée, peut-être qu'elle a été un peu dénaturée, parce que forcément, il y avait moins de personnes queer qui la faisaient, on était sortis du club, donc souvent les battles de walking, ça se passait dans des gymnases, tu dois connaître aussi les battles de street dance, mais on n'est pas du tout dans un club. Et donc cette réflexion-là, quand on a créé Supernature, c'est vraiment la réflexion qu'on a eue. On voulait remettre le walking dans un club et on voulait redonner le walking aux queer. Et c'est un mouvement qui a été un peu mondial, mais à Montréal, moi je suis assez fier de voir qu'on est la seule battle de walking qui se passe vraiment dans un club. Cette année, on est devenu la plus grande battle de walking au Canada. Puis je pense qu'on peut voir une petite vidéo, parce que je pense que les images volent pas 1000 mots, juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble le walking et l'événement qu'on organise. Donc chaque année, on a la chance de pouvoir en organiser une grande messe où là, on est au Club Soda, donc c'est vraiment... ça ressemble à ça, voilà. Voilà, je suis assez fier de ça parce que je trouve que c'est très très beau de mettre une danse queer au milieu de gens queer dans un club, là, where it belongs. Et souvent ça donne des très beaux moments comme ça parce que quand on suit l'origine des choses finalement, on voit que c'est là que la magie se passe. Donc voilà, voilà pour Supernature. Merci beaucoup. Puis, ouais. Pour y avoir été plusieurs fois, c'est vrai qu'il y a une vraie effervescence qu'on ressent là face à ce genre de battle. Puis ce que j'ai toujours aimé aussi, c'est le côté un peu égalitaire où tout le monde est... Je veux dire, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de piédestal, comme tout le monde est vraiment autour, puis on se bat un petit peu pour voir, mais il y a comme une énergie qui vient avec ça, je sais pas comment... Disons, on peut en reparler plus tard peut-être. Ouais, on peut absolument en parler. Puis Vincent, je te laisse te présenter. Oui, salut, moi c'est Vincent Stevenong. Peut-être on peut juste commencer avec Nasty Ass Track. Juste, ça va expliquer tout. C'est, ouais. Nasty Ass Track, right here? Yeah, let's do that. I'll kick it off. Go ahead. We can talk about it, and we gon' be about it, and you gon' see about it. Your mind is so cloudy, and you might not perceive the rhyme. When it go over your head, and you realign your spine, you slouch it from your phone. Out your bones and we out your home, and we done told you for sure that we out the dome. I told them, and you're in a big stadium known to hold us, host us, so we out there, don't roast us. Okay, we on the home, but there's no hold ups and no patience, no pain. Hold that, it'll bring it on the road like a cold cut. You know I rolled up, got some
c'est bon. Ça donne une idée. Ça, c'est quand j'avais tête rasée, mais j'ai décidé Tu es sur la vidéo, là, c'est ça? Ah oui, ça c'est moi là-bas. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon projet de Cypher qui a commencé, ça fait 11 ans maintenant. Et c'est une soirée hebdomadaire qui est un jam session de hip-hop. Alors, tout ce que tu as entendu là, c'était improvisé. Les deux MC ont improvisé les mots, le band a improvisé l'instrumental. Tu peux entendre que le batteur l'a commencé. Éventuellement, les deux MC ont commencé à échanger sur n'importe quel sujet. Et le reste des instruments ont commencé à introduire des idées qu'on a essayé de créer une chanson ensemble en temps réel. Et ça fait depuis 11 ans qu'on fait ça. Et je le mentionne dans le sens de... parce que c'est un jam, ça rassemble beaucoup de gens, ça rassemble beaucoup de danseurs. Il y a beaucoup de danseurs qui viennent voir ça. Il y a aussi beaucoup d'MC, des gens dans le public qui vont monter avec nous. Et tu peux voir comme même à un certain moment, il rit parce qu'il n'attendait pas à ce message de l'autre personne. Alors c'est très communautaire, interaction, etc. Et j'ai des autres projets aussi, mais de base, je suis un musicien, je suis clavieriste, saxophoniste. Et plus récemment, en fait, avant ce projet, il y avait un autre projet, Community, que je jouais avec. Et ça fait 12 ans, on jouait au Beau Bar, pour ceux qui se rappellent du Beau Bar. Et la police est venue pour une plainte de bris. Elle a donné une amende de 1200 au bar, et là, c'était le moment que je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces règles? Comment ça se fait que c'est possible? J'avais fait une petite vidéo sur mon téléphone, c'est vraiment comme really badly made, mais je ne savais pas comment faire ça dans le temps. Et je dis, écoute, voici le nom du maire du plateau, Luc Ferrandez, envoie-lui un courriel, blablabla. Je ne savais rien, je ne savais pas qu'il y avait une élection la semaine après. Alors le truc a déclenché un peu, on a attiré beaucoup d'attention sur ça, mais j'ai travaillé avec des conseillers, des trucs pour essayer de résoudre ça, mais ceux qui savent, Beau Bar n'existe plus, ça n'a pas marché. J'ai parlé avec plusieurs gens pour essayer de résoudre le problème et pour dire fais ça, fais ça, fais ça. Ils l'ont pas fait. Plus récemment, je me suis présenté comme conseiller d'arrondissement avec Transition Montréal. On n'a pas gagné, mais on a quand même mis à l'avance ces enjeux. Avant qu'on était parti de l'élection, les autres partis ne parlaient pas du tout de vie nocturne, de plainte de bris, de rien comme ça. Mais le moment qu'on est rentré, ils ont commencé à parler de ça. Il y avait une question que j'ai eue dans un autre truc récemment, et je vais juste le poser. La personne m'avait demandé, est-ce qu'il faut avoir un angle politique pour être un musicien? Et j'avais donné une mauvaise réponse, mais je pense que la réalité d'être quelqu'un qui fait des choses, c'est un acte politique. Ça devient un acte politique parce que j'imagine que tu as eu des problèmes avec des polices dans tes événements. J'imagine que tu sais. Alors, juste d'aller dans une salle de spectacle et faire un spectacle est déjà un acte politique parce que la police peut venir et l'arrêter. Alors, anyway, juste... voilà, ça c'est plus ou moins mon institution. À travers vos 3 parcours, il y a l'idée politique, la nuit est politique, qui a sorti beaucoup, je trouve. La répression aussi, qui est souvent là. J'ai aussi la répression qui va avec la stigmatisation, voire la criminalisation. D'un autre côté, il y a aussi toute cette espèce de résistance qui se met en place, de communauté, puis de liberté. Comment est-ce que vous définiriez, vous, votre vision de l'identité nocturne de Montréal? Il faut commencer avec toi, Alexandra. Alex. OK. J'ai pensé à ça et comme tu peux voir, mon français n'est pas très bon. Spontaneously. Alors, je suis née et je suis grandie à Montréal et j'ai vécu à Toronto pendant 19 ans avant de retourner ici. Ça fait 8 ans. Alors, j'ai un point de vue unique, particulier sur cette question. Et j'ai vécu dans une ville où le coût de la vie était exorbitant à Toronto. Et je sais à quel point cela nuit à l'image d'une ville. Les gens finissent pour partir. Et c'est très triste de voir à Montréal. C'est devenu plus et plus inabordable. Et je déteste les pratiques immobilières abusives. It's like fuck off with these people. Concevoir une ville par la biais d'une simulacre
par l'idée même d'une ville plutôt que pour la réalité, c'est la détruire. So if we have a city that is just a simulacrum like Disneyland, c'est pas une ville. Et je vois ça à Montréal. Et puis, la professeure Cynthia Hammond, elle décrit Montréal comme une palimpseste. Notre histoire ici, ça nous accompagne toujours. Quand je suis à Montréal, je suis à Montréal. Il n'y a pas un temps pour moi. Ce n'est pas une année, ce n'est pas une époque, c'est Montréal. Et on doit préserver ça. C'est très précieux. Et le géographe David Harvey, il dit ça, la même chose. Et il faut être très prudent dans les débats municipaux sur la sécurité et la propriété. La sécurité de qui est-elle en jeu? Whose security are we talking about? Qui est perçu comme insalubre et quelles sont les conséquences pour eux? So who is considered dirty and what are the consequences? Who is unsafe and who is saying people are unsafe and how much power do they have through this construct of safety, right? We have to be very careful of this. And so quand je pense à Montréal, je pense qu'on doit vraiment être consciente de les conversations comme ça. This is a dirty city and we need to keep it that way. C'est une ville sale et je l'adore pour ça. Oui. Parfait. Paolo, je te laisserai continuer. Ouais, sur la singularité de la vie nocturne à Montréal, je pense que il y a 2 points que j'arrive vraiment à faire la distinction. Je pense que le premier, c'est au niveau de la mixité dans les événements. Forcément, mon point de vue est très porté sur les événements queer. Mais pour être quelqu'un qui, quand je voyage, forcément, je m'intéresse aux autres vies nocturnes qui me sont offertes, et notamment les vies nocturnes queer. Ce que je vois beaucoup dans les autres villes, c'est que je vois que c'est très segmentarisé. Il y a beaucoup de soirées pour les hommes gays, beaucoup de soirées pour les lesbiennes, beaucoup de soirées plus pour les personnes trans. Et c'est quand même quelque chose qui se mélange un peu moins. Et encore même, il y a 2 semaines, mon frère est venu me visiter. Puis c'est quelque chose qui lui a sauté aux yeux. Il fait « Ah, c'est vrai, quand on sort à Bruxelles, il y a comme moins de... Genre, ça se mélange vraiment moins. » Et il était vraiment surpris par cette grande mixité dans les événements à Montréal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour que ça arrive à ce point-là. C'est sûr qu'il y a encore il y a beaucoup d'événements qui sont un petit peu plus spécifiques à des communautés. Mais je trouve qu'on a un bon talent à se mélanger puis à fêter ensemble. Et puis un autre point que j'affectionne tout particulièrement avec Montréal, c'est cette possibilité de pouvoir être constamment en laboratoire. Je trouve que c'est une ville où, au niveau du nightlife, à la fois les organisateurs et le public sont vraiment très friands de nouveaux concepts, de se dire ok, c'est pas forcément juste 3 DJ qui vont s'enchaîner, on va vous offrir autre chose. Par exemple, avec Supernature, il y avait un côté où on se demandait genre comment est-ce qu'on peut mettre un battle de walking. Ça veut dire que pendant 1 heure, les gens vont arrêter de faire la fête alors que juste 10 minutes avant, tout le monde était en train de suer, de sauter partout. Puis là, on demande à tout le monde de s'asseoir par terre, puis de regarder genre 2 personnes danser, puis de crier pour eux. Et finalement, il y a une grande ouverture d'esprit au niveau des personnes qui viennent dans les soirées. Les gens sont prêts à être sortis de leur zone de confort quand ils sortent. Ils sont prêts à expérimenter des nouvelles façons de faire la fête. Aussi même d'être exposés à de l'art pendant qu'on est en train de fêter, ou même d'avoir un côté très politique. Je trouve ça c'est un truc que je trouve ça très particulier à Montréal, c'est cette possibilité d'être en laboratoire, puis de savoir qu'il y a des gens qui vont être là pour répondre à ces propositions-là. Voilà. C'est vraiment beau. J'aurai une autre question plus tard, mais par rapport à cette question de laboratoire. Mais je te laisserai, Vincent, continuer. Super. La question, c'est l'identité de Montréal et l'identité de vie nocturne particulièrement. Et je pense qu'on peut tous réfléchir sur cette question. C'est pourquoi, j'imagine tout le monde ici vit à Montréal, pourquoi tu as décidé de vivre ici ou de rester ici? Est-ce que la ville est encore en train de supporter cette vision que toi tu t'as attiré ici ou non? You know?
Et je dirais que des fois, I make the joke, I'm like, is this just becoming French Toronto? Je veux vraiment pas. Au Canada, il y a 3 grandes villes. Il y a Toronto, il y a Vancouver et il y a Montréal. Ouais. Toronto, c'est connu pour le business. Vancouver, c'est la nature. Pas que c'est la seule chose, mais tu sais, c'est un des grands attraits. Et Montréal, c'est connu pour la vie nocturne, la culture, etc. Pourquoi on ne soutient pas ça? Oui, on a des gros festivals, des gros trucs, mais les petits bars, ils souffrent, les petits festivals, ils souffrent. Alors, ça fait pas vraiment... Et pour moi, j'aime le festival de jazz, on joue là depuis des années, whatever. Rien contre ça, mais on veut supporter tout le reste sans les petits... Ben, je sais pas si les différents sont petits ou quoi, mais comparé au festival de jazz... Oui, c'est ça. Mais c'est ça, on fait des petits trucs dans des bars, dans des salles de spectacle, on fait des trucs comme ça, mais c'est les mêmes artistes, c'est les mêmes personnes qui vont faire le festival de jazz, qui vont faire le festival mode et design, ou je sais pas, les autres grandes choses. Alors, il y a un écosystème qu'il faut supporter. Oui, je dirais que de base, ça c'est pour moi, l'identité pour moi, c'est la culture, c'est l'accès à la culture. Et l'accès, c'est un grand mot parce que c'est pas juste qu'il y a des événements, mais pour avoir des événements, tu dois avoir une communauté d'artistes qui ont le temps de faire ces choses. Et si le coût de la vie est extrême, ben il y aurait beaucoup moins d'artistes qui travaillent 3 jours par semaine et aussi font quelque chose à côté. Ça, et il y aurait beaucoup moins de public parce qu'eux, ils travaillent tout le temps et on devient French Toronto. Alors, c'est une grande partie du truc. Aussi, si on décide de valoriser les gens qui vivent sur Saint-Laurent et qui se plaignent contre un bar sur Saint-Laurent, on décide de valoriser leur plainte de bris plus que le bar qui existe depuis 20-30 ans, ben, on va avoir un certain résultat, c'est très clair. Alors, oui. J'ai rien dit sur ça. Si tu fais plus que 3 plaintes, tu dois être... You have to go to Dorval. C'est ça. Puis j'aimerais revenir justement sur cette question de contradiction qu'il y a, qui traverse un petit peu cette identité nocturne. Puis je voulais revenir sur une image, Alex, que tu as diffusée sur la signalétique du quartier des spectacles. OK, est-ce qu'on peut aller regarder ça? J'en ai... Oui. Ouais. Créative, hein? Tu as forcé toutes les travailleuses de sexe de sortir de cet milieu et tu prends notre signature, la lumière rouge. J'en ai plein d'histoires sur ça, mais ça n'a pas commencé là. Ça, c'était pas la première fois qu'ils ont utilisé le symbole contre les travailleuses de sexe. Ça, c'est 1919. Et puis ça, c'était distribué dans le quartier, le Red Light, at this time. C'était supposé d'être un symbole de syphilis. So this was a symbol. This is not the first time it's been purposed or repurposed badly. Mais ça, c'est insultant en Christ. Ça, la lumière rouge, the luminous pathway. Oui, c'est insultant. C'était toutes les bordels pendant deux siècles. Even just right in front of there. Oui. Et puis tu parlais de Disney tout à l'heure, puis de l'aseptisation. Oui. Puis je vois un petit peu de ça, justement, la ville un peu trashy qu'on connaît de Montréal. On a besoin de ça. Qui est récupérée. Au final, ces symboles sont récupérés. Oui. Pour comme le real estate Montréal. Oui. Si j'entends. Et puis dans ce quartier maintenant, le quartier des spectacles, c'est très dangereux pour les travailleuses du sexe maintenant. C'est dangereux pour les femmes qui travaillent dehors parce que les gens se croient en droit de profiter de toutes les attractions sans croiser des vraies travailleuses du sexe. So you're happy avec la lumière rouge, avec les symboles de passé, mais c'était très violent pour les femmes qui ont travaillé là d'être poussées de quartier. C'est la question de la sécurité aussi pour ces femmes-là. Justement, on revient à ce que tu disais au début. Oui, oui. Puis la question du vivre ensemble, puis de la mixité sociale. Oui. Puis j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, Paolo, que ça mélangeait vraiment bien, selon toi, dans les scènes queer. Puis j'aimerais en savoir un petit peu plus. Est-ce que parfois il y a peut-être quand même des accros? Est-ce que, en termes de sécurité, est-ce que ça se fait vraiment bien, harmonieusement, ce mélange? Est-ce que par exemple des personnes peut-être straight rentrent dans les milieux queer?
Comment est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est sûr que c'est toujours un truc en tant qu'organisateur, on est obligé de... On est automatiquement, surtout quand on est labellisé comme un collectif queer, forcément ça vient avec son lot de... on est responsable que les personnes qui sont queer soient safe. Mais aussi, il y a quelque chose où il y a une question éthique, c'est est-ce qu'on peut refuser l'entrée à quelqu'un, genre, est-ce que juste parce que je te vois arriver, puis là, je suis juste comme, ta vibe, je la sens moyen, mais genre, je peux pas aussi non plus demander à quelqu'un, est-ce que t'es queer, genre, est-ce que t'as le droit de rentrer à cette question, mais ma vie serait 50 fois plus simple si je pouvais demander à chaque personne, est-ce que t'es queer, et genre, est-ce que t'as le droit d'être dans cet endroit-là. Je pense que c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a deux réponses qui sont faites avec les collectifs avec ça. Je pense d'une part, quand les collectifs organisent des soirées dans des espaces spécifiques qui ne sont pas forcément des clubs ou des bars dans lesquels les gens vont tous les jours, ça crée une première barrière de protection forcément parce que les personnes qui viennent là savent pourquoi elles viennent là. Donc forcément là on a une première protection. Puis la deuxième, là où il y a beaucoup de... je pense qu'il y a beaucoup de collectifs qui font ça parce qu'ils attirent une plus vaste majorité de personnes. Je pense qu'avec Supernatural, on a quand même la chance de se situer autre part, mais il y a beaucoup de collectifs qui ont des safe teams, qui ont des vibe checks, qui sont là pour vérifier que tout se passe bien. Donc je pense que c'est un peu comme ça. C'est ce que je réponds à la question. Oui, non, c'est exactement ça. Mais je pense que ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Après aussi, je pense qu'il faut aussi accepter que quand on crée un safe space, en fait, on ne veut pas forcément créer quelque chose de mainstream ou de populaire. Il faut accepter le fait que ce qu'on fait est niche, qu'on s'adresse à une certaine partie de la population. Il faut accepter qu'on n'est pas compris de tout le monde, mais en même temps, c'est ça qui va faire qu'à l'intérieur, une fois qu'on rentre dans ces espaces-là, les personnes se sentent safe. Donc, je pense que c'est aussi de ne pas forcément trop répondre à la question de est-ce qu'on va être super successful, est-ce qu'on va réussir à ramener le plus de gens possible. Finalement, peut-être que c'est pas ça le plus important. Mais après, si on ramène pas assez de gens, on tombe dans un espèce de trou financier. Donc genre, comment on fait pour avoir un safe space, mais en même temps aussi un espace sécuritairement financier pour les organisateurs. Là aussi, on se bute à un autre truc, un autre problème. Puis on retombe donc avec la ville qui est de plus en plus chère, puis l'inflation, puis qui finalement ça touche directement les organisations de soirées plus queer ou plus... C'est ça, on se bute vraiment à un problème qui est vraiment gros, parce que, à mon sens, tout ce qui est de l'ordre du communautaire, ça doit répondre à... Il y a deux éléments auxquels on doit vraiment répondre pour des événements communautaires, c'est que ça doit être accessible et régulier. L'accessibilité, c'est parce que forcément, quand on propose des événements à une population qui est plus marginalisée, forcément, c'est des communautés où on trouve moins d'argent. Donc peut-être qu'on n'a pas 50, 60 $ à claquer pour pouvoir aller faire la fête. Il y a aussi la question de la régularité. Dans mon sens, pour qu'on sente le sens de la communauté, il faut qu'on puisse se voir souvent et il faut qu'on puisse se voir régulièrement. Donc ça veut dire que nous, du côté des organisateurs, il faut qu'on puisse être capable de proposer sur une base assez régulière, que ce ne soit pas juste une fois par an, un espace où c'est notre point de rendez-vous. Mais le problème, c'est que si nous, on veut rester accessible, par exemple, je pense à Supernatural, les danseurs qui participent au battle ne payent pas, mais quand on a des grandes éditions, ça fait qu'on a 100 personnes qui rentrent gratuitement dans notre événement. Sur une jauge de 500, 600, c'est vraiment... c'est énorme là. Mais en même temps, on ne peut pas leur demander de payer, donc ça veut dire qu'il faut... Et il y a un moment aussi, nous on met tellement d'heures de travail, il y a beaucoup de travail en amont, il y a beaucoup de travail sur le moment. Il ne faut pas aussi qu'on soit découragé de tenir ces événements-là, il faut aussi qu'on continue de sentir qu'il y a une espèce de... C'est sûr que c'est très gratifiant de voir le bonheur que ça crée et un espace sécuritaire, ça nourrit extrêmement, mais ça nourrit pas et ça paye pas le loyer. Donc c'est pour ça aussi que c'est vrai qu'il y a un moment où je pense que la ville de Montréal, c'est là où elle devrait un peu chapeauter
la vie nocturne, c'est parce que genre nous on est là toute l'année à essayer d'avoir des événements, à essayer de faire venir des gens de l'international pour que les communautés puissent se parler entre elles. Et aussi notre mission c'est d'être accessible, vu que c'est pour des communautés. Donc c'est là l'endroit où en fait il y a quelque chose qui se rencontre pas, d'où à mon sens que les subventions c'est un système qui est très important et puis qui devrait malheureusement pas être dans le sens où on va aujourd'hui. On voit que les subventions sont en train de tout être émiettées et d'être de plus en plus bas. Heureusement que nous des fois on vient nous chercher. Là c'est parce que là, je vois mon ami dans le loin, mais genre par exemple Studio ZX qui est venu nous voir et qui nous propose des budgets, qui nous dit ah ok on peut faire ça, c'est exactement le genre d'initiative qui nous fait perdurer et qui nous permet d'exister en fait, parce que sinon la ville elle-même vient pas nous voir, il y a très peu d'initiatives où ils sont comme ah tiens vous pouvez faire ça puis on va vous donner de l'argent. Donc heureusement qu'il y a des personnes qui s'organisent pour aussi qui nous voient et qui nous donnent beaucoup en vrai. C'est sûr qu'il y a une certaine opacité, j'imagine, avec aussi le langage de la ville, le langage des subventions, puis c'est important, comme tu dis, d'avoir ces acteurs-là, entre les deux, peut-être, qui permettent... C'est ça aussi, c'est que quand on se retrouve à organiser des événements où on doit gérer 100 personnes, pour vrai, moi j'ai absolument pas le temps de rédiger une demande de subvention que je vais peut-être avoir. C'est vraiment, moi je suis déjà en train de peut-être avoir ce DJ, peut-être avoir ce danseur qui va venir, puis en plus il faut que je reach out le plus de monde parce qu'il faut aussi que l'événement fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui viennent voir le battle, il faut qu'il y ait des gens qui viennent danser. Donc c'est vrai qu'on a besoin de ces entités qui font le pont entre la ville et les organisateurs, pour que nous, on puisse justement à la fois et avoir les plateformes et avoir l'argent qui vient avec toutes les heures de travail qui sont mises dedans. Mais qui sont mises avec amour, bien sûr. Là, genre, je dis ça comme si c'était un boulot. On est comme, mais on est derrière notre ordinateur et on est en train de se casser la tête en disant comment on peut faire venir machin qui vient genre de France, comment je peux faire venir tel danseur qui vient de New York. Beaucoup d'organisations quand même. Ouais. Puis Vincent, j'aimerais parler de ça parce que c'est les bourses que Paolo et moi, n'importe quel artiste indépendant cherche, c'est la même bourse que le festival de jazz va demander, qui a une équipe des grant writers, comment on dit ça, des écrivains de bourse, je sais pas. Ouais, c'est ça. Alors, il faut vraiment... Écoute, on aime avoir des subventions, on aime ça, mais il faut considérer la réalité et c'est quoi les sortes d'événements et projets qu'on veut promouvoir. Et pour atteindre ce résultat, c'est quel système de bourse qu'on devrait avoir pour encourager ces choses. Et le montant de travail, de remplir des formulaires, de trucs. Imagine que ta demande de bourse était une page. Imagine. Comment ça change? Ben c'est ça! Alors là, tout le monde le ferait. Oui. Tu sais, alors c'est crazy que c'est genre 20 pages et tu dois faire un rapport et blablabla. C'est le même truc que le festival de jazz. C'est insane que c'est comme ça. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer. Et l'autre chose en relation encore avec les gros festivals et accès et tout ça, c'est genre, tu essaies de faire un événement et payer tout le monde et tout ça. Mais juste à côté, il y a un festival qui fait presque la même chose et c'est gratuit pour tout le monde. Parce qu'ils ont reçu la bourse de 500 000 ou je sais pas quoi, tu sais. Alors, on est en compétition avec le reste, qui n'est pas juste non plus. Et je mentionnerais qu'au Nouvelle-Orléans, il y a un festival, Jazz and Heritage Festival. Et sur le programme, c'est genre, ça commence à 11h du matin et ça va jusqu'à genre 5h de l'après-midi, 17h. Et là, à 17h, ça dit, s'il te plaît, check les bars locaux et allez voir les scènes locales. Alors, le festival arrête à 17h et après ça, tu vas voir les shows. Imagine qu'il y aurait une collaboration comme ça avec les festivals et les petits acteurs. Ça changerait complètement encore. Anyway. On trouve un compromis en fait. Oui, ou juste pas à supporter une chose au déficit à l'autre chose qui est vraiment relié dans plusieurs. Ouais, c'est ça. Oui, parce que comme tu disais aussi au départ, c'est que ces scènes-là, underground, ou ces bars et tout ça, permettent de nourrir. Oui, puis on est ici, il y a une expo justement là-dessus d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller regarder. Et ça, c'est culture off, un petit peu entre les deux, entre l'underground puis le mainstream. Ça
sais, comme il y a des échanges entre les deux, le mainstream se nourrit de l'underground, puis on aimerait bien de l'underground avoir un petit peu de quoi aussi du mainstream, ce serait pas mal. Puis on a déjà placé pas mal de propositions dans vos discours, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres qui vous feraient plaisir de dire aujourd'hui? Quelles recommandations on pourrait faire aujourd'hui à la ville? J'aimerais bien t'entendre toi, Alex. Ah, ben, on doit abolir la police. Ben, vraiment, là, je n'ai pas rencontré une femme qui fait le travail du sexe, surtout dehors, qui était pas violée, volée ou agressée par la police à Montréal. C'est une histoire très longue. C'est une histoire as long as the city itself. It's as old as the city itself is. Il faut arrêter de transformer les quartiers en parcs d'attractions. Notre présence en tant que travailleuse du sexe ne peut être que symbolique. Vous devez respecter notre présence réelle dans la ville. On est ici, nous sommes toujours là. Ils vont infliger les amendes aux personnes qui s'installent dans les quartiers où l'activité nocturne est dynamique et qui harcèlent ensuite des commerces. I believe this entirely. Again, they need to be sent to Dorval if they keep complaining. Vraiment. Et vraiment, this is a big dream, but that's it. Oui, c'est un grand rêve. Faut se laisser rêver. Ouais. Paolo, est-ce que vous en aviez d'autres recommandations? J'ai déjà noté de simplifier les demandes de subventions, par exemple. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Je pense que ce serait de simplifier, puis ce serait aussi de l'ouvrir au plus possible, parce que après, par exemple, dans mon cas où c'est pour la danse avec le walking, ou même avec le street dance, en fait, aussi, on voit que à chaque fois, c'est des subventions qui sont vraiment beaucoup plus compliquées à avoir quand on est en street dance, parce que c'est comme pas un art, c'est pas quelque chose qui se donne sur des planchers de théâtre, ça se donne pas dans des grandes salles de spectacle. Donc d'un coup, c'est un peu vu comme un sous-art. Et c'est un problème qu'on a eu avec Supernature, parce qu'en fait, des fois, on voit des propositions de subventions passer, puis en fait, juste à cause de petits détails, on n'est pas éligible. Donc je pense que ce serait vraiment bon que la ville ouvre un petit peu plus aussi la façon dont elle détermine et la définition en tout cas qu'elle donne aux arts, pour que en fait que aussi le nightlife puisse rentrer dans cette soupape là, qu'on puisse vraiment être considéré comme des artistes à part entière, puis aussi de voir que en fait des productions pareil encore, je pense qu'il y a beaucoup de subventions pour les productions au théâtre, en danse, en cirque, mais un peu de se demander, est-ce que finalement aussi en nightlife on fait des productions, on fait venir des artistes, on a une programmation artistique, c'est réfléchi. Pourquoi est-ce que nous on peut pas rentrer là-dedans? Pourquoi d'un coup c'est séparer le nightlife alors que finalement ce qui se donne est quand même artistique. Comme s'il y avait encore un stigma au final du nightlife. Donc je pense peut-être aussi à redéfinir, redonner les définitions, pas nous je pense qu'on est assez clair sur nos définitions, mais justement peut-être que eux réactualiser leurs définitions à eux. C'est aussi de pouvoir nous sauver et nous laisser faire du bruit là, genre aussi, ça c'est le plus important là, parce que laissez-nous faire du bruit, laissez-nous mettre les décibels s'il vous plaît. Je pense que là-dessus Vincent aussi t'aurais une... Oui, oui. Mais c'est comme des fois on voit une conférence de presse de quelqu'un qui dit on a donné 1 million au festival, au Grand Ballet Canadien ou quelque chose. C'est comme, ils ont supporté les arts et la culture. C'est comme, et toi, tu travailles pour le même bourse qu'ils ont reçu. C'est ridicule. Une chose que j'aimerais avoir, c'est des gens, des micro, ou peut-être pas micro dans le sens de petit, mais juste d'avoir une autre. Disons qu'il y a un budget de 5 millions pour un certain bourse. Prends un 1 million ou un 500 000 ou quelque chose comme ça. Et des micro-demandes qui ont soit une page, ou que, parce que tous ces conseils, ils ont comme un panel qui regarde les demandes et tout ça. Le panel, ils connaissent tous les gens dans le secteur. Ils connaissent tous les Paolo, ils connaissent tous les Vincent, ils connaissent ça.
Comme moi au festival de jazz, depuis des années, j'ai pas donné de demande pour rentrer dans le festival, mais ça fait 11 ans qu'on joue au festival. Parce qu'ils nous connaissent, ils nous donnent une offre. Pourquoi pas les conseils des arts ne peuvent pas dire, Paolo, ça fait des années qu'il fait des événements, on lui donne un 2000 pièces juste pour continuer à faire ce qu'il a déjà fait. S'il vous plaît. Et des fois, des gens vont dire, mais ça devient comme un Friends of Friends, des genres de trucs. Mais les conseils, c'est déjà des Friends of Friends. La communauté, c'est déjà comme ça. Alors, ça change rien. Et tu peux déjà faire ta demande à cette chose, mais juste à simplifier et dire, les personnes qui font le travail devraient juste recevoir, tu sais. Et tu parles là de éligibilité, tout ça, comme les salles de spectacle. C'est pas juste, Théâtre Saint-Denis qui est une salle de spectacle, il y a aussi Turbo House qui est juste là, qui est aussi une salle de spectacle. Mais pour la bourse de production de spectacle, peut-être ils n'ont pas exactement toutes les choses, alors ils ne sont pas éligibles au truc. Encore une fois, simplifier. Ça fait des années qu'ils font des shows là, bistrot à Jojo. Ça fait des années qu'ils font des trucs là. Juste donne-leur de l'argent pour payer le soundman ou quelque chose. C'est ça. On sait c'est qui fait le travail. Juste donne-leur de l'argent pour aider ça. C'est vraiment ça. Micro demande, c'est ça. Et toutes les choses plein de bris. Just fucking fix that shit. Ça fait des années qu'on parle de ça. De base, la chose que moi j'aimerais avoir, c'est agent of change, agent de changement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que s'il y a, disons, deux endroits résidentiels, une à côté de l'autre, un de résidentiel est changé en commerce, ça commence à faire du bruit, ça commence à attirer plus d'attention. Ben, c'est à eux à payer pour l'insonorisation, exactement, tout le reste. Et s'il y a deux commerces et un change en résidence, ça devient des condos, ils commencent à se plaindre contre eux. Et c'est à eux à payer ou à ne pas faire des plaintes. Parce que c'est déjà établi depuis des années. C'est quelque chose qui existe en Australie, dans plusieurs autres villes. On a fait comme une version pilot project pour le théâtre Beanfield. J'ai oublié. Beanfield, c'était un des... Corona, exactement. I was like, what is it called now? Et c'est essentiellement, c'était des limites de décibels qui sont plus hauts que leurs choses, de ce qu'ils font normalement. Et là, cet endroit est zoné pour ça, c'est heritage, c'est partie de l'héritage culturel de Montréal. Alors, on va augmenter les limites pour que ça continue à exister. C'est vraiment facile. Il y a aussi des trucs comme ça, comme, c'est quelle zone qu'on va aller. C'est mieux, ça serait mieux si c'est juste universel, au lieu de dire cette zone et pas cette zone, parce que là, tout le monde a bougé dans l'autre quartier. Il y a ça. Mais c'est difficile politiquement, de ce que je comprends, c'est difficile politiquement à faire du vrai agent of change à Montréal. Alors c'est mieux de juste faire des petites zones. Au moins des zones, ça commence, c'est clairement la rue Saint-Laurent, c'est une zone culturelle, des choses comme ça. Mais pour moi, ça c'est number one. And get that rent way lower. Get that rent way lower. Ça c'est... Je ne peux pas croire qu'on a survécu des années 80 et 90. Il y avait une club de danseurs sur chaque coin. Il y avait des bars after hours partout. C'était fort en tabarnak partout. Puis on a survécu. Ça commence à changer, je me demande. Ouais. On n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que le public aurait des questions? Par hasard. Oui. On parle beaucoup de la difficulté d'obtenir des subventions, etc. Qu'est-ce que vous penseriez pour faire face aux grands groupes qui ont beaucoup de ressources, beaucoup plus que pas mal toutes les organisations indépendantes, faire des regroupements coopératifs entre les organisations justement pour ces financements, etc. Est-ce que c'est envisageable de votre point de vue? Oui, et il y en a certaines organisations comme Montréal 24/24, les SMAC, il y a plein d'organisations qui essayent de rassembler les gens, rassembler les besoins d'acteurs culturels et tout ça. Mais c'est aussi quelque chose qui est difficile. Par exemple, je me demande pour les travailleurs de sexe, c'est comment tu vas regrouper des personnes qui veulent être anonymes pour la plupart. Tu sais? On fait ça très souvent à on fait ça très souvent. Il y en a des gens parmi nous qui parlent, on est out, et il y en a des uns qui sont pas out, et c'est juste comme ça, oui. Alors,
C'est possible. Oui, ça fait des années qu'on on a géré ça. Ouais. Oui. Mais je mentionnerais aussi comme... oui, Mathieu Grandin, c'était l'ancien directeur de... Ouais. Oui, Ouais. comme Montréal 24 qui existe, qui organise ces choses. Et l'année dernière ou 2 ans après, comme ils ont perdu leur financement, il est parti de Montréal, il est allé à Ottawa pour prendre... pas à Ottawa, à Gatineau. Oh oui, à Ottawa, désolé, à Ottawa pour devenir leur maire de nuit. C'est comme, on perd les bonnes personnes qui savent le secteur. On a perdu à la vie nocturne d'Ottawa. You know, give it 10 years, Ottawa will be like Montreal, Canada's nightlife capital. I can't imagine Non, this. jamais. Non. Mais il faut supporter les acteurs du nightlife, les gens qui rassemblent les gens, qui parlent des enjeux qui sont importants. Oui. Je pense aussi, c'est surtout que, genre, c'est sûr que les regroupements, c'est une option, puis ça existe déjà, c'est déjà présent, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui a un rapport avec le fait qu'il faut que ça, quand on organise, c'est un peu dans l'immédiat, genre il y a quelque chose de rapport de l'immédiateté, il y a tellement beaucoup à s'occuper que pour vrai, quand tu es dans des petites équipes de 2 personnes, 3 personnes, même souvent il y a plein de collectifs qui sont gérés par une seule personne seule, pour vrai d'aller se greffer à un groupe, c'est énormément de travail. Franchement, je pense que je sais pas si moi j'aurais l'énergie après, en plus de ça, après avoir reach out pour pouvoir me retrouver dans un autre collectif, avoir l'énergie pour bien penser à mes événements. Donc c'est pour ça, c'est aussi un peu de juste, genre, c'est une très bonne idée, mais c'est sûr, mais c'est juste que de se dire, ok, est-ce que en tant que juste moi, j'ai le droit d'avoir de l'argent, s'il vous plaît? Est-ce que juste avec toutes les heures que je mets de travail tout ce qu'on crée, est-ce qu'on peut juste être reconnu à notre juste valeur sans avoir besoin de tout le temps être tous ensemble? C'est super beau parce qu'il y a comme beaucoup de militantisme là-dedans et puis ça nous permet de mettre des mots sur des notions, ça nous permet des mouvements qu'on a entre nous, mais c'est juste que c'est vrai que ça nous invisibilise un tout petit peu en tant que collectif seul, de se dire ok, moi est-ce que c'est suffisamment qualitatif ce que je fais pour recevoir de l'argent? Normalement oui. Donc est-ce qu'on peut pas rendre ça un petit peu plus simple pour que ça puisse exister? Surtout qu'en plus s'il y a tant de touristes qui viennent pour venir pour faire ça, s'il y a tant d'artistes qui viennent de l'extérieur à Montréal, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à avoir cet argent plus facilement? Bien. Bonjour, c'est Martin de MTL24. Tu parlais de Studio ZX tantôt. Ouais. Il y a un modèle qui ont reçu une enveloppe, puis ils ont distribué des fonds. Ouais. C'est un modèle qui est super intéressant. Là, il y a un nouveau parti politique en ville. Fait que, moi, je pense que c'est une bonne idée que, par exemple, que Montréal 24 puisse peut-être demander à la ville d'avoir un budget qui serait disponible pour vous. Puis qu'il y a une formule où est-ce qu'on pourrait distribuer l'argent de façon plus facile. Parce qu'on connaît déjà les besoins de tout le monde. On serait peut-être en position de faire ça, mais en même temps, il y a la compétitivité là-dedans, la compétition entre les autres, il faut être prudent. Mais je trouve que c'est intéressant comme modèle pour alléger le processus de demande, Ouais. tout ça. Fait que je vais réfléchir à ça. C'est vraiment une bonne idée, ouais, c'est tout ce qu'on demande là, en vrai, ce que Studio ZX a fait pour nous et fait en ce moment. Si on avait encore plus, peut-être que j'aurais même pas dans l'idée de me dire on a besoin de plus d'argent parce que ça serait juste beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que c'est assez, ils se posent dans une position assez unique pour l'instant. Je connais pas beaucoup d'autres organisations qui pourraient faire ça pour nous à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que si on en avait une multiplicité, oui, ça répondrait vraiment à cette question-là, sans qu'on ait à passer par la ville directement, par exemple. Il y avait une suggestion de Montréal 24 qui était, parce qu'on parle de financement un peu, donne-moi de l'argent. Tu sais, une des idées que j'adorais, c'était genre pour les grands salles de spectacle, le Centre Bell, etc. Et c'est pas clair exactement comment le faire, mais genre s'il y avait un petit 2 piastres par billet
qui étaient chargés à Evenco, qui étaient chargés à Ticket Nation, etc., etc. Et ça, c'est mis à côté, qui vient supporter les petits artistes. Qui, dans ce cas, c'était pour quelque chose de très spécifique, mais anyway, c'est comme, fucking, that's the best idea ever! You know, quand tu payes à genre 175 pour un show de, je sais pas, Bruno Mars ou quelque chose, 2 piastres, like, who cares? You know, ça change rien, mais ça change la scène locale énormément d'avoir ce petit ajout, tu sais. Alors, il y a des choses comme ça qui ont été suggérées que je pense sont des super bonnes idées. J'aimerais voir ça. Ouais, et juste, like, à la base, just make it legal to do what we're doing. Like, just make it legal. You know, ça, c'est fou qu'on ne peut pas faire un événement de danse ou un show ou quelque chose dans une salle de spectacle sans possiblement avoir la police qui vient, qui donne des amendes, qui arrête l'événement. C'est comme, I'm in a freaking, I rented this place, I paid money to rent. Qu'est-ce qui se passe? Anyway, voilà. Si on revient à la base, c'est sûr qu'une salle de spectacle, on ne peut pas faire de spectacle, ça marche pas trop. Pas trop. Pas tant que ça. Pour une ville qui est nocturne, dont l'ADN est un petit peu censé être corrélé à ses nuits, ça marche pas super. J'aurais peut-être une dernière question à prendre du public, parce que le temps file, puis on a de la bouffe et de quoi boire en bas, si ça vous tente. Oui. Moi je suis curieux pour monsieur que c'est impliqué dans Transition Montréal. Où est-ce que ça bloque quand vous amenez vos revendications? Est-ce que c'est les citoyens qui sont pas assez sensibilisés, qui ne votent pas pour... Où est-ce que ça bloque? Ouais, où est-ce que ça bloque? Quand est-ce que vous sentez de l'opposition ou juste quand vous n'écoutez pas? Ben, pour la vie nocturne, j'ai pas tant entendu d'opposition aux idées. Tu sais, tout le monde qui entend ça, c'est des bonnes idées. Mais le truc, même avant que mon implication, j'ai toujours essayé de parler avec les personnes qui ont fait les plaintes, parce que je veux voir l'autre côté. Et si jamais quelqu'un qui a fait... Et moi-même, j'ai fait une plainte une fois, whatever, c'est une longue histoire, mais j'aimerais voir l'autre côté, juste pour bien comprendre. Mais une des difficultés, c'est quand il y a comme la tulipe ou Blue Dog ou quelque chose comme ça, la personne est anonyme et immédiatement villainized. Alors, cette personne ne veut pas parler avec les autres, ne veut pas, give out their identity. Alors, c'est difficile à parler avec ces gens, mais moi, j'aimerais, juste pour bien comprendre les enjeux. Mais je suppose à la fin, c'est comme pourquoi les règles sont comme ça, pourquoi c'est fait comme ça. Et tu sais, on parle de make Montreal dirty again. Je vais faire des chapeaux rouges, make Montreal dirty. Mais c'est comme, est-ce qu'on veut quelque chose aseptique? Est-ce que ça, c'est la ville qu'on veut? Et pour moi, non. Mais j'ai l'impression comme si on parle aux politiciens, mais il faut dormir la nuit, c'est pas bon pour ta santé. C'est comme, ils vont pousser une certaine chose, mais toute la culture montréalaise, c'est bon pour ma santé, tu sais. Oui. Take a fucking Ativan. Ouais. Alors pour les gens avec qui j'interagis, j'ai jamais vraiment... Mais soit c'est genre, je savais pas, c'était pas un enjeu qui leur intéressait, ou ils sont comme, oui, non, ça fait pas de sens, c'est crazy que c'est comme ça. Parce que c'est la minorité des personnes qui font les plaintes de bris, qui ferment. C'est crazy qu'une personne peut à chaque soir faire des plaintes de bris. Comme, en parlant avec des propriétaires de bar, il y avait plus qu'un propriétaire de bar qui m'avait dit les week-ends, mes voisins, je leur paye 200 piastres chaque. Et je leur dis, tu peux prendre un hôtel ou tu peux juste prendre l'argent. C'est comme tu veux, mais pas de plainte de bruit, s'il te plaît. C'est the free market solution. Mais c'est crazy que ça, c'est la solution qu'il faut faire. Dans le jour, c'était nous qui payions la police pour nous arrêter pas. Oui. Just make it legal for us to do the thing we want to do. Et je comprends pas pourquoi. Pour moi, c'est la dignification. Oui. C'est it's the amusement park thing où le monde, et c'est Toronto en tabarnak. So there's like billboards everywhere, like move into the arts district, move here, this district, that district. Mais c'est vrai. It's not just a simulacra, c'est vrai. Il y en a des prostituées, il y en a des personnes dans la rue, il y en a la bruit.
C'est pas juste quelque chose sur une fucking, you know, like an advertisement. And then you move there and it's real. What did you think was going to happen? C'est fou. Et je trouve like it's the predatory real estate, the investment, it's my investment, it's my investment. I need to have my investment. You don't think the Tulip has invested 120 years into this location? It's crazy. En tout cas. Et merci beaucoup à vous trois. J'aimerais qu'on les applaudisse bien fort. On se garde au courant, vous êtes toujours invités, vous êtes toujours les bienvenus ici. Merci. Pour continuer de parler de tous ces sujets. Puis je vous invite à prendre la pause, on a 30 minutes. C'est ça, on va décaler de 10 minutes, donc on reprend à 19h10. C'est ça. C'est ça, vous pouvez descendre, on va. Il y a de quoi boire et de quoi manger. Merci. Merci.